Voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir à ce second webinaire Sonosite consacré à l'échographie musculo-squelettique des traumatismes musculaires aigus chez le sportif. Donc, après avoir traité il y a quelques semaines le quadriceps, on va aborder cette fois-ci les adducteurs et les ischios. Donc, je suis Sandrine Olanier, responsable marketing pour Sonosite. Avant de vous présenter nos deux invités, un petit rappel sur le déroulement du webinaire pour que celui-ci se déroule dans les meilleures conditions. Bon, vos micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez à tout moment poser vos questions via la petite fonctionnalité QR qui se trouve en bas de votre écran et nous consacrerons le temps nécessaire à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Ce webinaire est également enregistré. Vous recevrez d'ici quelques jours le lien pour pouvoir revoir ce webinaire tranquillement chez vous ou le communiquer à des confrères qui souhaiteraient le revoir. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir à nouveau ensemble Michel et Walter afin qu'ils nous fassent partager à nouveau leur expérience sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, docteur Michel Chabanderian, médecin en médecine et traumatologie du sport à Bagneux. Il est fondateur du site ecoloco.fr spécialisé dans l'échographie musculo-squelettique. Walter Emelric, qui nous vient de Bruxelles, diplômé en échographie musculo-squelettique de l'Université de Londres, spécialisé en orthopédie et traumatologie du sport. Il est enseignant et assistant de recherche au laboratoire de physiologie à la Haute École de Bruxelles-Brabant. Il est également le fondateur de l'organisme de formation Dynameco, spécialisé en échographie musculo-squelettique. Avant de leur céder la parole, je vous propose un petit sondage pour connaître vos niveaux d'expérience en échographie musculo-squelettique. Donc, vous allez voir apparaître une petite question sur le sondage. Donc, j'ouvre le vote. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question, savoir si vous pratiquez l'échographie musculo-squelettique tous les jours, très régulièrement, de temps en temps ou jamais. Encore une petite dizaine de secondes. Voilà, donc je vais mettre fin au vote. Donc, je vais partager les résultats. Donc, c'est très, très partagé. En tout cas, vous êtes une grande majorité à pratiquer l'échographie, en tout cas de temps en temps, et pour 43% tous les jours. Voilà, bah, écoutez, maintenant, je cède tout de suite la parole à Michel et à Walter pour leur présentation. Bonjour. Alors, en avant-propos, juste vous dire que quand on a préparé ce webinaire avec Walter, on a trouvé quand même qu'on était très ambitieux de faire ça en 45 minutes. Les traumatismes musculaires du membre inférieur les plus fréquents concernent les ischio-jambiers. Et c'est la partie la plus compliquée à traiter. Autant, si vous voulez, le tiers inférieur et le tiers moyen du membre inférieur de la cuisse, c'est tout à fait accessible en échographie. Autant, par contre, pour ce qui est du tiers supérieur, c'est plus compliqué. Mais nous allons essayer de vous faire au mieux, ce d'autant plus que nous allons bénéficier des connaissances écho-anatomiques de Walter, qui en connaît un rayon sur ce sujet, à qui je vais céder la parole. Merci. Merci Michel. Donc, je vais partager mon écran de manière à ce que tout le monde puisse accéder à celui-ci. Voilà. Est-ce que Sandrine, Michel, vous voyez bien l'écran? Très bien. C'est parfait. Parfait. Donc, on va aborder, comme Michel vient de le dire, les adducteurs et les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers étant un petit peu plus compliqués. Les adducteurs, on va aborder simplement aujourd'hui, parce que le temps nous est imparti, la partie du long adducteur. Alors, pour retenir ces adducteurs, les Anglais ont un petit système de mnémotechnique qui s'applique en anglais, bien entendu, mais pas en français, et c'est un petit peu plus difficile de le trouver. Mais Alabama, pour l'adducteur longus, l'adducteur brevis et puis l'adducteur magnus, de manière à retrouver ces muscles dans la suite logique dans laquelle ils vont se positionner au niveau du corps. Alors,
ils sont entourés par, ils vont être entourés par le gracile, le pectiné et le sartorius. Comme je vous en ai parlé, le temps étant imparti, on ne pourra pas discuter ni de ces muscles, ni de l'adducteur brevis, ni magnus. Par contre, une petite anatomie qui parfois est méconnue ou absente de la connaissance complète dans ce système musculaire, c'est l'adducteur minimus qui, dans son historique, a été appelé de différentes manières et ou parfois pas appelé du tout parce qu'on ne le connaît pas. Et dans ces différentes appellations, c'est considéré à tort ou à raison comme le premier faisceau du grand adducteur, donc très superficiel, enfin pas superficiel, mais en hauteur, en proximal par rapport à ce grand adducteur. Et donc celui-ci va s'insérer au niveau du ramus du pubis et de la branche pubienne et au niveau postérieur, au niveau de la ligne âpre, au niveau de la lèvre médiale. Alors, pourquoi je vous en parle? Simplement parce que ce muscle, contrairement à ce qu'on pourrait voir ici, il est un petit peu plus grand qu'on le pense. Et donc, ici, si nous avons des auditeurs radiologues, eh bien, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir, dans certains cas de figure, s'attarder, notamment en IRM, en échographie. Également, on pourra le voir, à condition de faire la coupe dans un bon sens aussi. Mais il va se retrouver directement en arrière du court adducteur. Et donc, dans cette ligne de continuité, au niveau proximal, vraiment, dans la partie supérieure, au niveau vraiment proximal, la partie postérieure qui parfois en fait est confondue avec le long adducteur, enfin le grand adducteur, pardon, eh bien ce n'est pas le grand adducteur, mais c'est l'adducteur minimus, donc le petit adducteur, qui est, comme je vous dis, souvent malheureusement méconnu. Et vous allez voir que sur cette coupe-ci, vous voyez la proportion que ce muscle prend et n'est pas si petit que ça. Juste ici en dessous, vous allez voir, donc on a ici l'obturateur externe, mais regardez ici, on a seulement l'arrivée de cet adducteur, le grand adducteur. Donc ce muscle est bien différent et n'est pas composé en fait avec le grand adducteur. Alors parfois il est mélangé, ça dépend un petit peu des structures anatomiques, comme vous le savez, chacun est un petit peu différent. Parfois il est absent et quand il est absent, à ce moment-là, le quadratus muscle, donc le muscle quadrilatère va être beaucoup plus grand et beaucoup plus allongé. Donc ça, ce sont des petites variantes anatomiques qui peuvent, je pense, être intéressantes au niveau de pure anatomique et de la radiologie proprement dite. Alors, au niveau de ce long adducteur, toujours dans l'anatomie, ce qui est très intéressant, c'est de voir la proportion entre la zone tendineuse et la zone musculaire. Donc, ce muscle et ce tendon, au niveau de l'insertion, est divisé par une partie tendineuse et une partie musculaire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, et quand on va aller en distal, ce tendon, en fait, va se prolonger par une membrane aponévrotique qui va rentrer dans le muscle. Et c'est cette partie d'aponévrose qui va nous concerner principalement quand on va regarder au niveau des lésions, parce que c'est justement cette membrane qui est très souvent atteinte. Alors, j'ai descendu cette coupe un tout petit peu plus bas pour vous montrer les rapports par rapport au système vasculaire et le sartorius. Donc, ceci, le sartorius, le système vasculaire, et on retrouve directement en arrière ce long adducteur. Je vous montrerai une petite astuce pour pouvoir retrouver ce long adducteur très rapidement, très facilement. Alors, comme je vous ai dit, c'est une partie tendineuse, mais également musculaire. Cette partie tendineuse aura tendance à se léser avec
le système facial qu'on va retrouver en intramusculaire. Mais il ne faut pas oublier non plus les interactions que peuvent avoir les jonctions par rapport à ce tendon. Je vais en parler juste après. Mais ici, pour retrouver en fait la petite astuce, comme je vous disais, c'est d'aller au milieu, donc de poser la sonde au milieu de la cuisse au niveau médial. Et vous allez retrouver cette structure qui est superficielle, qui est le sartorius. En arrière, donc le sartorius comme si il protégeait un petit peu le paquet vasculaire. Vous allez retrouver l'artère fémorale. Et puis, vous allez, en remontant directement, tomber sur le long adducteur. Donc, ce tendon, comme je vous disais, cette partie tendineuse, il ne faut pas la négliger parce que parfois, on a des pathologies au niveau des adducteurs avec des pubalgies, notamment chez les footballeurs. Et ces pubalgies sont négatives, que ce soit au niveau de l'IRM, au niveau de tous les examens d'imagerie, simplement parce qu'il y a un rapport anatomique direct au niveau abdominal. Alors ça, c'était avant l'étude de 2017 par l'équipe de Schilder et compagnie, où ils ont en fait fait une dissection anatomique beaucoup plus précise et dans laquelle, là, on est à nouveau vraiment purement dans l'anatomie, dans laquelle en fait cette situation est beaucoup plus claire par rapport au tendon et en fait au système musculaire pyramidalis, comme on le voit ici, et qui n'est pas en rapport directement avec les abdominaux. Donc, ce sont ces deux petits muscles qui sont directement en liaison par rapport à ça. Alors, ça, c'est une dissection qui est magnifique, évidemment. Et bien entendu, quand on a fait de la dissection, on comprend bien entendu que ces structures isolées, bien disséquées, ne sont pas dissociables par rapport aux fascias qui se trouvent entre les deux et qui sont bien entendu en interconnexion avec le muscle abdominal. Donc, je pense que ici, c'est une étude qui est très propre par rapport à l'anatomie. Si on veut être puriste, bien entendu, ce sera par rapport à ces relations musculaires et tendineuses au niveau des adducteurs. Mais si on est plutôt dans la clinique, ce ne seront pas spécialement que ces petits muscles, mais également le système abdominal avec les grands doigts qui vont s'insérer au niveau de la ligne des pubiennes. Donc. Alors, Michel, oui. Voilà. Alors, juste, la majorité des lésions qu'on observe au niveau des ischios et des adducteurs correspondent à un mécanisme intrinsèque, c'est-à-dire des lésions indirectes avec un étirement en contraction forcée. Alors, vous avez eu l'exemple d'une mauvaise préparation, vous l'avez eu lors du match France-Portugal, vous avez vu un footballeur français qui a joué 5 minutes et au bout de 5 minutes, il avait une douleur lésionnelle d'un ischio correspondant à cet étirement contre-résistance à l'origine d'une lésion musculaire. Je n'ai pas dit que des traumatismes directs n'existent pas, ça existe, comme on les avait vus pour le quadriceps. À ce moment-là, l'onde de choc va se propager dans le muscle concerné, soit un adducteur, soit un ischio, et à ce moment-là, vous rechercherez la lésion dans la partie la plus profonde, à la proximité des structures osseuses. Toujours est-il que ce qu'on pourrait observer suite à une lésion des adducteurs, c'est soit, il y a deux types de lésions qu'on peut voir. La première, bien sûr, c'est celle qui va concerner le muscle, le corps musculaire. Alors, rappelez-vous quand même, en échographie, c'est quand même très simple de repérer le long adducteur. Vous mettez la jambe en abduction, rotation externe, et quand vous palpez, vous ressentez le tendon fibreux du long adducteur, vous posez votre sonde transversalement et vous êtes dessus. Donc, vous pouvez avoir, bien entendu, une lésion purement musculaire, on va y revenir, tout comme vous pouvez avoir une lésion de la jonction myotendineuse. Le tendon du long adducteur, il fait environ 12-15 mm. Walter vous l'a écrit avec la connexion du grand droit abdominal et du piriforme. Ça, il vous l'a dit. Vous pouvez avoir une lésion de la jonction tendinomusculaire, comme vous pouvez avoir une lésion purement tendineuse. S'il s'agit d'une lésion purement tendineuse, un acte chirurgical est envisageable. S'il s'agit d'une lésion musculaire ou de la jonction myotendineuse, la chirurgie n'a pas sa place et on reste vraiment dans le domaine de la réadaptation musculaire. Voilà ce qu'on peut dire sur cette coupe. Vous voyez juste avant, excusez-moi, en 2 secondes, sur l'image de droite, vous aviez une lésion tendineuse. Vous voyez une rupture de la continuité du tendon, hein, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs,
microcalcification. Alors, comme toujours, on ne va pas s'attarder là-dessus. La question qu'on pose est le délai avant une récupération musculaire et la reprise sportive. On ne va pas s'attarder parce qu'on l'avait déjà vu la dernière fois, mais souvenez-vous des gradations, grade 1, 2, 3, 0, qui vous permettent d'évaluer à peu près le délai. Et d'autre part, souvenez-vous avant tout que lorsque les lésions concernent purement les fibres musculaires, la récupération est courte. Si par contre vous avez une lésion des fascias, que ce soit la ramification tendineuse que Walter vous a montré, qui vient parcourir le muscle long adducteur, si jamais vous avez une lésion du fascia, voire une rupture, une interruption de ce fascia, les délais de récupération seront beaucoup plus longs. Il est important aussi de retenir qu'on explore ce muscle par une coupe transversale, mais également par une coupe longitudinale. Je crois que sur la photo suivante, vous allez pouvoir voir une lésion musculaire qui concerne, non, c'est un peu plus loin, excusez-moi. Bon, bien entendu, on utilise une sonde haute fréquence, une sonde linéaire, comme toujours en échographie musculo-squelettique, en raison de l'artefact d'anisotropie. Et on va donc vous montrer, je crois que c'est sur la diapo suivante, dans un instant, vous allez voir la coupe à la gauche de l'écran, vous avez la coupe transversale, à droite la coupe longitudinale. Vous voyez parfaitement la lésion musculaire avec l'hématome. Et vous observez également que l'aponévrose qui vient parcourir, l'aponévrose centrale qui vient parcourir le muscle long adducteur est ici lésée. Alors, vous voyez, comme toujours, épreuve de compression pour savoir s'il s'agit d'un hématome, disparition de la compression lors de l'apparition de la fibrose cicatricielle. Enfin, tout ça maintenant, vous êtes parfaitement au point par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire. On voit l'intérêt des deux coupes, la coupe transversale et la coupe longitudinale. Je pense que c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce muscle long adducteur. Ça fait partie, je pense, des échographies qui sont faciles à réaliser. Alors, on a juste encore un mot, souvenez-vous, comme pour tous les traumatismes musculaires, l'échographie est différée par rapport au traumatisme, idéalement entre le 2e et le 4e jour, ne pas trop tarder. Alors, le 2e jour, le 4e jour, c'est là où on observera au maximum l'étendue des lésions, et c'est aussi la période durant laquelle on peut ponctionner un hématome. Par contre, si on traîne, l'hématome caillote, et ensuite on est condamné à attendre 3 semaines avant qu'on retrouve de nouveau une fluidité du liquide qui donnerait lieu à une ponction. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur les longs adducteurs. Alors, vous voyez, Walter, tu peux peut-être commenter un peu cette image, mais... Alors ici, justement, dans les cloisons, dans la cloison que je vous avais montrée, on a une disparition de cette cloison, donc difficile à retrouver. Et vous voyez qu'on a au Doppler, on voit qu'il y a une microvascularisation qui est créée. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est en travail de cicatrisation. Et ça, c'est un patient qui était venu et où il avait des douleurs systématiquement au changement de direction et notamment à la course, et sur lequel on n'avait pas trouvé grand-chose. Et en fait, il y a un grade 1. Alors ce grade 1, bien entendu, par rapport aux gradations, c'est un temps de revalidation ou de récupération qui est un tout petit peu plus long, bien entendu, que si ce n'était uniquement une atteinte musculaire. Alors, dans ce système de trucs et astuces que je vous avais dit tout à l'heure, si on met la sonde en plein milieu de la cuisse, donc vraiment milieu de la cuisse, et vous mettez ça en médial, vous allez retrouver cette structure anatomique qui est le sartorius. Derrière, on retrouve le paquet vasculaire, et puis de là, en fait, on va remonter simplement, et on retrouve directement le long adducteur avec sa membrane, et on peut remonter, bien entendu, jusqu'au niveau de son insertion. Une fois que on a cette position, on va retrouver justement notre long adducteur avec, derrière, on retrouvera donc sur le côté le gracile, le long adducteur qu'on retrouve ici, le court adducteur, et puis le grand adducteur qu'on va retrouver successivement. Alors, on revoit cette membrane, cette cloison intramusculaire qui est vraiment une cloison très, très importante. C'est vraiment cette partie-là qui est primordiale et qu'on va regarder. Et comme Michel le disait tout à l'heure, on peut mettre le patient en adduction pour pouvoir voir justement cette membrane qu'on voit très bien ici.
Et le fait de mettre le patient en adduction va augmenter la tension musculaire et va permettre justement de séparer les fibres si jamais elles sont lésées. En laissant la jambe en repos, en position neutre, comme en étant couché, parfois ces lésions n'apparaissent pas et il faudra à ce moment-là justement faire une abduction pour pouvoir retrouver ces lésions. Donc, si vous les retrouvez au niveau proximal, donc ici je vous l'ai montré en partant de distal, mais au niveau proximal, on peut essayer de retenir également dans cette petite truc et astuce l'idée alors c'est une idée, hein, bien entendu, parfois il faut prendre des substances un peu illicites pour voir ce genre d'idée, mais avec un petit peu d'imagination, ça peut être une chose qui va vous permettre de le retenir, c'est de retrouver ce petit rayon de soleil que chez nous est parfois absent, mais ici vous le retrouvez systématiquement sur vos couples. On retrouve à nouveau, donc c'est ce schéma du long adducteur, court adducteur, et qu'on retrouve également à nouveau en coupe longitudinale, comme Michel l'avait expliqué. Donc ça, c'est important de faire systématiquement les deux coupes. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, de faire un examen et un diagnostic que sur une seule coupe, c'est une erreur fondamentale. Donc, systématiquement sur les deux coupes. Si je peux dire juste encore un mot, chez les judokas, mais chez vous aussi, du muscle gracile. Le muscle gracile est plus en interne. Hein. Si on regardait l'image de droite, il est vraiment tout à fait à la droite de l'image, hein, sur le schéma. Merci. Et ce muscle gracile, c'est le muscle, vous savez, du balayage au judo. Et très, très souvent, on peut observer des lésions soit tendineuses du gracile, soit des lésions musculaires, à ne pas confondre avec une lésion du long adducteur. Voilà, je pense qu'on peut passer au sujet suivant. Ça va. Alors, on va passer au niveau des... voilà. On va passer au niveau de l'anatomie maintenant des ischio-jambiers. Et c'est là un petit peu la complexité du système qui parfois on mélange les muscles, et c'est simplement parce que d'un point de vue anatomique, en fait, ces muscles sont enchevêtrés les uns par rapport aux autres avec l'anatomie qui est confondue notamment avec les tendons et le système musculaire, puisque quand on parle par exemple du semi-tendineux, la première chose qu'on a en tête, eh bien, c'est du tendon. Donc, quand on va aller au proximal, on s'attend à avoir du tendon. Mais ce muscle est très vite, avec un corps musculaire en apparence rapide, contrairement au semi-membraneux. Donc, membraneux, on va penser peut-être plutôt muscle. Et au niveau proximal, en fait, c'est l'inverse. C'est d'abord justement un tendon et ça se finit par du muscle. Donc, en distal, on verra plus facilement un muscle. Donc, comme on le voit ici. Et en même temps, il y a un croisement des fibres au niveau postérieur par rapport à ce semi-membraneux. Alors, l'idée, pour ne pas se tromper, c'est que ce semi-tendineux, comme on le voit ici, c'est le premier. Comme tout à l'heure, on avait le long adducteur qui est très superficiel. Ici, le plus superficiel, ce sera le semi-tendineux et qui va être superficiel jusqu'au bout. Jusqu'au niveau de son insertion distale, qui va bien sûr aller sur la patte doigt. Alors, pour pouvoir le retrouver en proximal, vous voyez qu'il y a quand même un enchevêtrement entre des fascias, différents fascias intramusculaires, des fascias entre les muscles. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parfois de pouvoir distinguer quel est le muscle de l'un par rapport à l'autre, d'autant plus que le tendon du biceps et c'est un tendon commun avec le semi-tendineux. Donc, si vous voulez déterminer en échographie si c'est le tendon du biceps qui est déchiré ou lésé ou le tendon du semi-tendineux, eh bien, c'est quasi impossible, voire très difficile. Ou alors, il faut vraiment être expert dans ce domaine-là. Et donc, pour pouvoir distinguer ceci, on peut utiliser certaines petites astuces qui ont été faites par des études où on décrit un signe du Mercedes. Alors, ce signe de Mercedes, ici, on le voit par rapport à cette situation. C'est pas toujours évident à voir parce que même si on le décrit assez bien en radiologie, parfois sur certains patients, c'est pas toujours si évident que ça.
simplement parce que soit on a mal positionné la sonde, soit par la position du patient. Ici, vous voyez que c'est un patient avec quand même du muscle bien proéminent, mais personnellement, au niveau du cabinet, je ne vois pas des patients comme ça tout le temps qui se suivent et qui se succèdent. Donc, on a une variation de patients qui fait qu'on ne peut pas toujours voir ces structures comme on le voudrait. Et c'est souvent confondu, par exemple, au niveau de ce nerf sciatique par rapport à ce signe de Mercedes avec le tendon du semi-membraneux. Vous voyez que ce tendon du semi-membraneux est dans la structure du semi-tendineux. Raison pour laquelle parfois on le confond avec ce nerf sciatique. Mais ça, c'est la partie du tendon du semi-membraneux. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver, et là, c'est à nouveau peut-être une petite astuce qui permet de retrouver les différents tendons, et en mettant la sonde en transversale, on va retrouver la tuberculose ischiotique avec le tendon commun du semi-tendineux et du biceps. Et puis, vous voyez que le tendon du semi-membraneux, qui est beaucoup plus en extérieur, est beaucoup plus sombre, simplement lié au phénomène d'anisotropie, puisque les muscles ne vont pas dans le même sens et les fibres ne vont pas aller dans le même sens. Donc, ce fait que ces muscles et ces fibres s'enchevêtrent l'un par rapport à l'autre et le sens qui varie nous permet d'avoir une variation de l'écogénicité qui va nous permettre de distinguer quel est le muscle, quel est le tendon plutôt de l'un par rapport à l'autre entre le semi-tendineux et le semi-membraneux. Le sciatique qu'on peut retrouver également, qui sera également un petit peu plus fibrillaire et qu'on pourra retrouver aussi. Alors là, sur l'image qu'on va vous montrer, on va vous montrer tout simplement une anthésopathie au niveau de l'insertion proximale des ischios. Vous voyez cette image hyperéchogène avec l'ombre acoustique postérieure qui masque une partie de la corticale et que vous retrouvez également sur cette courbe. Vous voyez que ça, c'est la partie facile. La partie anthésopathie proximale des ischios, c'est quelque chose qui est simple à réaliser. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est le bilan d'un traumatisme musculaire aigu, où d'une part, vous allez avoir un hématome. Alors, vous avez vu, méfiance, hématome, ne pas confondre hématome et artefact d'anisotropie, comme vient de vous le dire Walter. Mais d'autre part, la question que vous allez vous poser, c'est encore la même. S'agit-il d'une lésion purement tendineuse de l'insertion d'un des deux ischios sur la branche sitoplienne? S'agit-il d'une lésion de la jonction myotendineuse d'un des ischios interne ou externe? Et là, très honnêtement, je trouve que c'est un examen qui est compliqué, très compliqué, et pour lequel assez facilement, je réfère en demandant une IRM. Ça, c'est mon point de vue personnel. Alors, Walter va peut-être vous montrer une image juste avant que je reprenne ce sujet. Walter, c'était par rapport au piège. Ah oui, c'est ça, le piège du semi-tendineux. Tu vas en parler un instant? Oui, alors ici, quand on va faire justement de proximal, et c'est ce que Michel explique, c'est-à-dire cette difficulté, c'est vraiment cette difficulté de comprendre qui est quoi en fait, hein, c'est simplement de savoir quel est le tendon, est-ce que c'est le tendon du semi-tendineux, c'est le tendon du semi-membraneux, et ici en fait, si vous observez un tout petit peu, vous allez avoir l'apparition, donc ça c'est tout ça, c'est notre semi-tendineux. Et vous allez avoir l'apparition comme si c'était le semi-membraneux. Mais ce n'est pas le semi-membraneux. On n'est pas encore avec le semi-membraneux. C'est la partie qui est en postérieur qui va quelque part se superposer. Mais en même temps, à partir de cet endroit-là, vous avez également le fascia intramusculaire qui va être typique de ce tendon du semi-tendineux. Ce fascia qui va passer de latéral vers le médial en forme de vaguelette ou de vague ou de forme de voile de bateau qui va se déplacer et qui parfois est confondu avec le semi-membraneux. Mais le semi-membraneux arrive seulement beaucoup plus tard au niveau du musculaire. Mais le tendon est déjà derrière. Donc, il y a une superposition et c'est là la complexité que au niveau de l'échographie, eh bien, on est parfois limité. Est-ce que c'est la membrane faciale? Est-ce que c'est le semi-tendineux? Est-ce que c'est le tendon en projection du semi-membraneux? Et c'est là où ça devient un petit peu plus complexe. Oui, alors, autant, si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est qu'autant
le tiers supérieur de cuisse. Vous avez vu l'insertion des tendons, le trajet indirect qu'ils peuvent avoir avec la naissance des corps musculaires dans le tiers supérieur de cuisse, c'est une horreur. Autant au tiers moyen et tiers inférieur, c'est quand même très simple. Grâce à un signe qui permet de mettre en évidence tous les composants des ischio-jambiers, en partant, vous voyez, du condyle fémoral interne, c'est le signe de la cerise sur le gâteau qui a été décrit par Gérard Morvan. Vous voyez sur la coupe qui apparaît, vous voyez, tu peux juste rester encore un instant, s'il te plaît, Walter, sur l'image, je ne sais pas ce qui arrive, revenir. Bon, en fait, le muscle. Revenir ? Oui, si tu peux revenir. Là, vous voyez, le condyle fémoral interne, reste sur. Non, je t'en prie. J'arrive. Hein. Ouais, je t'en prie. Voilà. Là, vous avez le condyle fémoral interne à gauche de votre écran. Tout à fait à gauche, le semi-membraneux. C'est la coupe que vous connaissez pour rechercher un kyste poplité. Et là, vous avez le gastrolémien médial. Lorsqu'on remonte la sonde, le gastrolémien médial laisse sa place au corps musculaire du semi-membraneux. Regardez ce que fait Walter. Il remonte la sonde. Et ce que vous voyez là, cette espèce de gâteau, c'est le semi-membraneux. À la partie haute de ce semi-membraneux, vous voyez une cerise, c'est le tendon du semi-tendon. Et à partir de là, si vous suivez ce tendon, vous verrez apparaître, en remontant la sonde, le corps musculaire du semi-tendineux. Ce que Walter va essayer de vous montrer dans un instant. Alors, il part donc du gastrolémien médial, il remonte. Vous voyez le corps musculaire, pour l'instant, on est toujours sur le tendon du semi-tendineux. Et vous voyez le corps musculaire qui est apparu. Vous voyez en haut de votre écran. Ce que fait Walter maintenant, c'est qu'il va basculer la sonde en latérale. Et on a quitté le semi. Reste, s'il te plaît, en haut, si tu ne t'ennuies pas, Walter. C'est compliqué ce que je te demande sur les. Non, c'est pas. Alors, oui, on repart. Cerise sur le gâteau. Donc, tendon du semi-tendineux, corps musculaire. Et maintenant, ce que fait Walter, il translate la sonde en dehors. Et là, vous avez en haut de l'écran le long biceps et juste en dessous le court biceps. Et donc, vous avez l'écho-anatomie des ischios et vous pouvez suivre ainsi tous les corps musculaires de ces ischios jusqu'au tiers moyen de cuisse, voire remonter assez haut. Donc, à partir de là, vous pourrez faire un bilan lésionnel qui sera quand même beaucoup plus simple à effectuer. Vous voyez, autant le tiers supérieur de cuisse, c'est une horreur, autant le tiers inférieur et le tiers moyen, c'est tout à fait abordable grâce au signe qu'on vient de vous décrire. Là, on va vous montrer une lésion. Alors là, on est sur une lésion, vous voyez, biceps, long biceps, court biceps. Regardez le long biceps et vous voyez deux taches noires qui correspondent à des hématomes. Ce ne sont pas des vaisseaux, hein. Ce sont vraiment des lésions correspondant à des déchirures musculaires au sein du long biceps. Walter, tu veux décrire? Alors, ici, même chose. Donc, on retrouve à nouveau une disparition donc avec une rupture de la cloison. Donc, si on regarde ici au niveau de la cloison, et ça, ce sont en fait des lésions qui sont pas toujours évidentes à retrouver, dans le sens où quand on repasse ou quand on fait les techniques de l'ascenseur où on va faire balayer le muscle, eh bien, ce sont, si on n'est pas un petit peu habitué à travailler avec du système musculaire, eh bien, ce sont des lésions qui sont pas toujours évidentes à retrouver. Alors, bien entendu, on a l'anamnèse, on a la clinique. Le patient, il est toujours intéressant de lui poser la question de lui demander de montrer exactement où est-ce qu'il a mal. Et sachant particulièrement où il a mal, il va vous montrer en général dans ce genre de lésion exactement la zone dans laquelle il va falloir aller rechercher. Donc, on fera toujours un examen comparatif pour se permettre de voir justement les différences. Et parfois, cette différence est vraiment difficile à voir ou à objectiver sur le côté lésé. Et là, j'invite, c'est encore une petite astuce aussi de clinicien, j'invite parfois à commencer du côté non lésé, donc du côté asymptomatique, au même niveau qui correspond à la douleur de l'autre côté. Et de faire cette technique de balayage plusieurs fois, de manière à avoir une certaine visualisation de la coupe asymptomatique. Et quand vous passez de l'autre côté, au moment où vous allez aller sur le côté symptomatique, c'est quelque chose qui passera beaucoup plus facilement au niveau de la visualisation et qui vous permettra de l'objectiver un petit peu plus rapidement. C'est une petite astuce que je vous invite à essayer. Donc ici, on a cette membrane qu'on voit qui est très visible au niveau asymptomatique.
et de l'autre côté, en fait, beaucoup plus difficile à observer. On ne la retrouve plus, cette cloison. Elle est totalement absente. Donc, voilà un petit peu la technique à utiliser. Oui, Michel? Oui, n'oublions pas que l'échographie, c'est un examen dynamique. Hein. C'est le seul examen d'imagerie qui soit dynamique. Donc, vous pouvez aussi demander au patient de contracter son muscle, mobiliser son articulation. Dans le chapitre qu'on a choisi, c'est traumatisme musculaire aigu. C'est quand même beaucoup plus simple que les lésions de fibrose cicatricielle de lésions anciennes des ischios. Alors, comme Michel le disait, la partie du tiers inférieur est tout à fait accessible, beaucoup plus accessible que la partie la partie proximale. Et là, voilà un cas typiquement concret de ce qu'on peut retrouver en cabinet avec une patiente qui a augmenté la marche, elle fait de plus en plus de marches, et puis à un moment donné, elle se décide de commencer à aller courir. Et elle passe de 5 km à 10 km en marche, puis après à 23 ou 25 km en marche. Et puis elle a commencé directement avec un 10 km en course. Et vient me voir au cabinet pour une plainte au niveau de la partie postérieure et en même temps au niveau des adducteurs. Donc une plainte assez difficile à cerner. La seule chose que la patiente expliquait ou exprimait, c'était que la seule chose qui l'a soulagée, c'était d'appuyer sur la partie postérieure en dessous de ses fessiers pour aller pousser au niveau de son ischion et comme si elle soulevait les muscles et ça l'a soulagée. C'est la seule chose qui l'a soulagée, comme si elle devait porter ce système musculaire et ça l'a soulagée. L'échographie ne montre pas grand-chose, c'est une zone qui est assez compliquée, comme Michel l'a bien dit, et il y a simplement, au Doppler, il y a une vascularisation qui est, je ne sais pas si c'est vraiment l'adducteur, si c'est au niveau du rameau inférieur, au niveau ischio-pubien, et donc, la première chose à faire dans ce genre de situation, c'est bien entendu d'aller référer en radiologie pour aller faire un examen complémentaire d'IRM. Et à l'IRM, on retrouve chez cette patiente une zone vraiment au niveau de cette partie avec un hypersignal au niveau de cette branche pubienne. Donc cette branche ischio-pubienne qu'on va voir ici, on retrouve vraiment cet hypersignal comparativement à l'autre côté. Et c'est seulement 3 semaines, presque 1 mois plus tard, ou continuant à se plaindre parce qu'elle continuait ses activités, mais sauf l'arrêt, elle a fait un arrêt strict du sport, mais elle a continué à travailler, bien entendu, et c'est seulement 1 mois plus tard où on a confirmé en fait cette partie d'hypersignal en IRM par une radiographie avec un cal osseux, mais une fracture bien nette de la zone pubienne. Donc, rien à voir avec la plainte initiale des adducteurs, des ischios où finalement, à l'échographie, eh bien, on ne peut pas estimer voir quelque chose. Donc, il n'y a pas de mal, en tout cas, et je pense que ça, c'est un message que j'aimerais passer, c'est il n'y a pas de mal à ne rien trouver, mais quand on ne trouve rien dans cette zone-là, c'est vraiment de référer, de ne pas banaliser ce genre de problématiques. Dans le même ordre d'idée, vous voyez, ce genre de patient, c'est ce que je déteste. Dans la mesure où vous avez un hématome qui naît à la racine de la cuisse, c'est qu'il y a donc une lésion dans la partie de tiers supérieur des ischios. Donc, comme je vous le disais, malgré le fait que je pratique quand même l'échographie depuis quelques années, puis vous verrez que Walter va vous donner une astuce pour mieux voir que ce qu'on vous décrit dans les livres. Dans les livres, on vous dit qu'on fait la coupe transversale, le patient est en procubitus, détendu le plus possible. Vous verrez que ce n'est pas simple du tout. Toujours est-il que mes difficultés à visualiser ce tiers supérieur de cuisse m'incitent très volontiers, je vous l'ai dit, à référer, à faire une IRM. Pourquoi? Parce qu'il m'est déjà arrivé de voir des patients qui, par exemple, avaient des pseudosciatiques, non pas radiculaires, mais tronculaires, liées à une fibrose du nerf sciatique secondaire à une rupture musculaire étendue au niveau des ischios proximaux. C'est exactement le genre de choses qui fait que vous faites preuve d'humilité en effectuant ce type d'échographie. Autant, si vous voulez, on se sent facilement à l'aise, tiers moyen, tiers inférieur, je trouve que c'est quand même assez simple de repérer les lésions des ischios, autant tiers supérieur,
beaucoup de prudence, d'humilité. Alors, bien sûr, ça commence toujours aussi par une radio. On ne dit jamais la radio couplée à l'échographie, mais au moindre doute, la moindre difficulté sur l'interprétation, lésions tendineuses pures, lésions myotendineuses, lésions purement musculaires, si jamais on a le moindre doute dans ce tiers supérieur, référez, faites une IRM, demandez une IRM. Je pense que c'est vraiment sage comme décision. Voilà. Alors, ici, on va reprendre un petit peu la nomenclature générale. Hein. C'est une échographie que, en général, ça se passe en service de radiologie tout simplement. Donc, le patient est en décubitus ventral. Et la difficulté dans cette prise d'image, c'est que on va avoir un relâchement complet du système musculaire qui va, par la gravité, descendre et ne pas amener une tension dans ce système musculaire qui va nous créer systématiquement un phénomène d'anisotropie. Raison pour laquelle beaucoup de radiologues n'aiment pas, ou en tout cas ne considèrent pas prendre des décisions sur une coupe en échographie par rapport à ce genre de situation. Alors, voilà ce qu'on voit quand on pose la sonde. Donc, on a vraiment une zone, voilà, une zone avec un petit peu d'œdème et puis peut-être une insertion musculaire, mais on a un gros phénomène d'anisotropie. On ne sait pas, est-ce que c'est une déchirure, est-ce que c'est de l'anisotropie, est-ce que c'est du liquide? Personnellement, j'en sais strictement rien. Par contre, quand on va faire le balayage, même chose. On ne sait pas s'il y a une déchirure partielle, complète, quelle structure, quoi. Et donc, cette position, si on doit la considérer, personnellement, je ne l'utilise pas du tout. Donc ici, c'est vraiment pour des raisons pédagogiques, mais au cabinet, je n'utilise absolument pas cette position. J'utilise la position couchée latérale. Alors, la raison pour laquelle j'utilise cette position couchée latérale, c'est assez simple. Donc ici, la photo peut-être ne démontre pas suffisamment, mais la patiente a les genoux fléchis vers le thorax. Donc, je lui demande bien entendu d'aller le plus haut possible de manière à tendre son système musculaire, mais toujours par rapport à la douleur de la patiente. Donc, une fois qu'elle ne peut pas aller plus loin, je lui demande d'arrêter simplement. Et je vais à nouveau observer cette zone-là avec l'idée de mettre une tension dans ce système. Bien entendu, si il y a une déchirure partielle, on verra le système qui est toujours attaché et on pourra le suivre. Et s'il est complètement déchiré, à ce moment-là, on aura une interruption de ces fibres musculaires et on pourra déterminer s'il y a une déchirure complète. Dans la position, je vais même plus loin, c'est-à-dire que je vais demander à la patiente de tendre, non pas la cuisse, mais la jambe, puisque la cuisse est déjà a amené déjà une tension dans le système musculaire, mais je vais demander de tendre la jambe pour deux raisons, parce qu'il y aura une inhibition également par rapport au système antagoniste quand on va demander de contracter le quadriceps, mais ça va me permettre également d'étirer toute la zone des ischios et d'aller tirer plus loin la ficelle de manière à voir s'il y a une interruption complète. Et ça, sans douleur, puisqu'on a un phénomène d'inhibition. Et donc, voilà la différence entre ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure et ce qu'on voit quand on met dans cette position sur le côté. Donc, on voit vraiment ici qu'on a une interruption complète. Donc, on a cette séparation qui est limpide et claire. Et donc là, c'est quelque chose qu'on réfère immédiatement, bien entendu, au chirurgien pour examen complémentaire aussi. Alors, bien entendu, quand j'ai ce genre de situation, je ne laisse pas la patiente sans rien. Malgré qu'on puisse affirmer et être certain qu'il y a une rupture complète, il est nécessaire quand même d'envoyer pour une imagerie complémentaire, ici l'IRM, qui confirme bien que chez cette patiente, on a une rupture. Vous voyez qu'il y a une interruption, on a une rupture complète de ces ischios, où on a la confirmation avec une rétraction en phase tir, et on voit ici, vous voyez, ça ressemble presque à soit une tortue ou allez, comment s'appellent ces oiseaux qui attendent ouais, bon, bref, c'est pas un souci, mais on voit qu'il y a une rétraction musculaire. Je retrouverai le nom, mais on voit qu'il y a une rétraction musculaire qui commence à se faire.
Et donc là, évidemment, c'est à renvoyer chez le chirurgien parce que s'il doit réinsérer au niveau du système tendineux, eh bien, l'idéal, évidemment, est un délai entre 2 et maximum 3 semaines. Sinon, la rétraction est trop importante. Michel? Non, je réfléchissais à ce que tu disais. Je pense qu'on a vraiment dit l'essentiel et puis on ne va pas revenir sur ce qu'on vous a déjà dit, si vous voulez, par rapport au quadriceps. C'est-à-dire, si on se résume, les lésions des ischios prédominent par rapport au quadriceps et adducteurs. Si jamais on cherchait à individualiser ces lésions au tiers supérieur, ce qu'il faut craindre, c'est une désinsertion tendineuse, une désinsertion myotendineuse. Au tiers moyen, le plus souvent, ce sont des lésions intramusculaires des cloisons frontales du biceps ou du semi-tendineux, par exemple, ou du semi-membraneux. Et au tiers inférieur, ce sont les mêmes pathologies, soit une rupture myotendineuse du semi-tendineux ou du biceps. C'est ça qu'on voit habituellement, hein, si vous voulez. Toujours pareil, le protocole REST, on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler comme on veut, mais toujours le même principe. Référer l'échographie 2 à 5 jours après le traumatisme, faire preuve d'humilité par rapport au tiers supérieur des ischios proximales et aussi penser à l'échographie pour évaluer des complications, en particulier les myosites ossifiantes, les cicatrices fibreuses des sciatiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Enfin, moi, je ne sais pas, en l'espace de 2 ans, j'étais déjà confronté à 2 ou 3 cas comme ça de pseudo-sciatique radiculaire qui n'en étaient pas. Et pour lequel d'ailleurs une infiltration, je pense que c'est le rôle de ramollir la fibrose, pouvait avoir vraiment des effets nets et rapides. Voilà en gros ce que je pense qu'on peut retenir sur ce webinaire. Et maintenant, je pense qu'on laisse le temps aux questions. Et la suite à Sandrine. Parfait. On est dans les temps. C'est super. Alors, l'oiseau, c'était le vautour. Hein. C'est ce que je cherchais. Voilà. Merci Sandrine. C'est bien. Il y a un participant également. On n'en a pas beaucoup en Belgique. On n'en a pas beaucoup en Belgique. Donc, alors, je te laisse prendre la main, Sandrine. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Michel. Merci, Walter, pour ce topo très, très intéressant. Quelques petits mots justement sur le site qu'a développé Michel, ecoloco.fr, qui est un site entièrement gratuit, je veux le signaler parce que c'est relativement rare. Donc Michel est un passionné d'échographie, il aime partager son expérience de l'échographie et donc vous avez une multitude de vidéos d'apprentissage sur son site et toutes les semaines, il publie un cas clinique. Donc, n'hésitez pas si vous n'êtes pas inscrit à le faire. Donc, encore une fois, c'est entièrement gratuit. Walter donc, a fondé son centre de formation Dynameco qui dispense des cours d'échographie musculo-squelettique. Sur Bruxelles, mais il donne également des cours un petit peu partout en France et en Europe. Et donc, si vous êtes intéressé pour développer vos compétences en échographie musculo-squelettique, les 2 prochaines formations qu'il organise donc à Bruxelles sur une base de 2 fois 3 jours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si cela vous intéresse. Ces formations sont accréditées DPC et FIFPL. Et je me permets d'insister de nouveau, Sandrine, sur le fait qu'il existe une société d'imagerie musculo-squelettique francophone qui est une société très dynamique sur laquelle on vous conseille d'adhérer si vous le souhaitez. C'est la SIMS. Voilà, la SIMS, et où vous avez une multitude d'informations et vous avez des échographistes de grand renom qui régulièrement nous font partager leur savoir et leurs nouveautés. Donc, n'hésitez pas. C'est les orfèvres en France. Ouais. Exactement. Alors, c'est la cerise sur le gâteau, ça. C'est la SIMS, c'est le gratin. Alors, de notre côté, chez Sonosite, alors nous sommes également fortement impliqués dans l'enseignement et la formation en échographie.
Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez également télécharger gratuitement notre application Sono Access 2.0 sur iPhone, Android. Vous avez également des vidéos d'apprentissage. On a une chaîne YouTube Sonosite également. Vous retrouverez de nombreuses vidéos de formation également en échographie musculo-squelettique et dans d'autres spécialités. Et également, pour ceux qui sont équipés d'un Sonosite, vous avez un accès privilégié au Sonosite Institute où vous pouvez réaliser des formations en ligne très complètes avec des tests d'évaluation et un certificat de fin de formation sur ce Sonosite Institute. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos représentants régionaux si cela vous intéresse ou si vous voulez plus d'informations sur nos produits. Donc, on va passer effectivement maintenant aux questions. Donc, peut-être que tu peux arrêter de partager ta présentation, Walter, s'il te plaît, de façon à ce qu'on le voit. Voilà, merci. J'avais une question. La première question que je vois concerne en fait ton cas clinique, le dernier cas clinique que tu as abordé, la patiente avec l'énorme hématome. Ma question était, le membre atteint est-il toujours en dessous ? Non, pas nécessairement. Ici, c'était par rapport à sa position de confort. Alors, j'essaie de le mettre en dessous. La raison est simple, c'est de manière à ce que la patiente soit pas en déséquilibre au moment où elle va tendre la jambe. Donc, à partir du moment où le membre atteint est au-dessus, au moment où je demande de tendre la jambe, eh bien, il y a le bras de levier qui fait que la jambe est quand même assez lourde. Et donc, ça, je préfère éviter. Après, voilà, si la patiente le supporte ou le patient le supporte, il n'y a pas de règle de base, mais je pense que d'un point de vue, voilà, pratique, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça et ça évite les soucis. Ouais, le gros intérêt de cette posture en décubitus latéral, c'est que déjà la flexion de hanche va induire un étirement qui rendra plus facilement visibles les ischios. Et d'autre part, on peut jouer en plus sur l'extension du genou, qui va mettre encore plus sous tension, par exemple le semi-tendineux qui s'insère sur le tibia, le biceps sur la fibula. Et donc, ça permet d'avoir une visualisation avec plus un tendon et un muscle est sous tension, puis il est facile à voir. Voilà. En gros, c'est ça. Alors après que le membre soit en dessous ou au-dessus, c'est fonction avant tout pour moi, qui a un caractère très pratique, de l'emplacement de votre échographe. Parce que pour moi, je ne connais pas les déplacer l'échographe de l'autre côté. Franchement, ça n'a pas trop d'importance. Mais la posture en latérale, c'est hyper important. Parce que très honnêtement, en décubitus ventral, alors que cette position est très rarement décrite. Vous verrez dans les bouquins, ça n'apparaît pas. On vous présente toujours la courbe comme un décubitus ventral, où on dit de mettre en détente le muscle, mais honnêtement, la visualisation est beaucoup plus simple à faire dans la posture que vous avez décrit, Walter. Et je vois une deuxième question, protocole Peace and Love égale RICE. Ouais, simplement, si vous voulez, le RICE, c'est ce que nous, on a appris quand on était en train de faire nos études. Le Peace and Love, c'est juste une évolution du protocole RICE. RICE, c'était la prise en charge immédiate. Dans Peace and Love, il y a aussi la réhabilitation à plus long terme. Walter vous en dira un mot après, si vous connaissez ça mieux que moi. La seule chose que moi j'ai retenue, c'est que de mon temps, comme on dit, le froid, on l'appliquait assez longtemps. En fait, on appliquait le froid au moins les 3-4 premiers jours avant d'avoir fait le bilan lésionnel précis du traumatisme musculaire. Et plus ça va, plus on se rend compte que le froid a un sens antalgique dans les 24 premières heures. Il ne faut pas le prolonger de façon trop longue, parce qu'en soi, le froid a un effet vasoconstricteur qui retarde la néovascularisation et donc la fibrose cicatricielle. C'est bien ça, Walter ? C'est ça, plus ou moins, oui, tout à fait. En fait, pour renforcer un petit peu le RICE, c'est pas qui avait posé la question, mais le RICE, c'est quelque chose qu'on utilisait il y a presque une dizaine d'années. Ensuite, on est passé au PRICE, et puis après, maintenant, on est passé après à la police, et puis maintenant, on est passé au Peace and Love. Alors, qu'est-ce qui change simplement les initiales de ça, c'est pour protection, élévation, avoid ANS, donc on essaie d'éliminer au maximum les anti-inflammatoires, la compression reste vraiment primordiale.
L'éducation, donc ça, évidemment, si on éduque pas son patient. Le load, donc pour le love, c'est au niveau du L, c'est-à-dire la charge prise en case, en place. Le haut du love, c'est l'optimisme parce qu'on considère que si on est sur A, c'est difficile, vous allez avoir du mal à récupérer. Eh bien, le patient récupère beaucoup moins bien que si on lui dit ah, c'est super, vous allez vous souffrir, mais c'est bien, c'est magnifique. Donc là, on a déjà une autre. Alors, dans la vascularisation aussi de l'exercice, donc tout ça, c'est ce protocole qui change un petit peu. Alors, on a rajouté des choses. Je pense que la seule chose, je pense, qu'on doit vraiment retenir avec ça, c'est cette compression. La glace, c'est très décrié, évidemment, mais là, je rejoins Michel dans le sens où c'est vraiment plutôt quelque chose pour inhiber la douleur et c'est pas quelque chose à continuer parce que ça crée plus de complications au niveau de la récupération par rapport à la vasoconstriction. Mais par contre, moi, je rajoute également chez mes patients, en fonction de la lésion, bien entendu, c'est de la chaleur. Et donc la chaleur, là, on rentre encore dans un autre système. Mais on en a parlé dans le webinaire du quadriceps. Donc là, je vous invite à peut-être prendre contact avec Sandrine ou retrouver la vidéo du webinaire que Michel et moi-même avions fait sur le quadriceps où on développe ça un petit peu plus longuement. Alors, je vois une question par rapport au PRP. Je pense que le PRP, il aurait une indication logique dans des lésions musculaires étendues et des lésions myotendineuses. Après, je n'ai pas vu beaucoup de publications par rapport à ça. Ceci dit, on en apprend tous les jours. Dans mon esprit, moi, à aucun moment le PRP n'avait sa place dans la gonarthrose. Et j'ai quand même lu des articles qui disent que le PRP a une efficacité tout à fait comparable à la viscosupplémentation. Donc, tout est une question de publication, d'études, mais ça paraît logique, effectivement, d'injecter un produit qui va favoriser la fibrose cicatricielle, l'accélérer. Ça ne me paraît pas du tout choquant. Sauf en aigu. Sauf en aigu, bien sûr. Sauf en aigu. Et si je peux juste dire encore un mot, on en avait déjà parlé la dernière fois. Aussi. Mais dans les phases de la réhabilitation, le massage, il faut s'en méfier, dans la mesure où il favorise, si tu as des hématomes, des calcifications, voire des myosites ossifiantes. Alors, je ne sais pas, Walter, quel est ton vécu par rapport à ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit et ce que moi, je continue à appliquer. C'est en général, à partir du moment où il y a encore, et c'est le gros avantage de l'échographie, bien entendu, c'est qu'on peut voir avec l'échographie s'il y a encore du liquide par rapport à cette anisotropie qui est typique au niveau de l'imagerie. Et où on peut considérer qu'il y a encore du sang qu'on ne voit pas spécialement en hématome, en superficiel, et donc l'hématome est beaucoup plus profond. Et tant qu'il y a du sang, moi je parle de ce principe-là, c'est que tant qu'il y a du sang, certainement ni de massage, ni de crochetage. Voilà. La question suivante a trait à des traitements comme l'argile verte, l'arnica dans les lésions musculaires. L'arnica, c'est vrai que c'est le premier traitement, on va dire homéopathique, qui est prescrit chez un patient qui a des traumatismes musculaires. Mais encore une fois, je suis vraiment désolé, je n'ai pas trop d'expérience sur ce sujet. Ça me paraît, en tout cas, pour moi, ce qui est évident, c'est que ça ne semble pas être des traitements qui induisent un risque. Donc, je ne connais pas le bénéfice, mais le risque, je n'en vois pas. Donc, je pense que les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent et leur expérience personnelle est ce qui prévaut par rapport à ces traumatismes. Alors, pour peut-être répondre également à ça, ça c'est dans la clinique générale et dans l'expérience. Peu importe la crème qu'on va utiliser, la compression reste de toute façon dans les lésions, reste pour moi le b.a.-ba à ne pas passer à côté. Il y a des gens qui vont vouloir mettre peu importe la crème de perlimpinpin, si ça les aide comme Michel dit, bon c'est magnifique, mais je veux dire une lésion où il y a eu un hématome et où il y a l'œdème, il y a des choses comme ça, il n'y a aucune crème qui va être aussi efficace et qui ne sera jamais aussi efficace qu'une compression correcte. Et si on parle de compression, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans le webinaire sur le traumatisme musculaire du quadriceps. Honnêtement, plus ça va, plus j'utilise, moi, du matériel de contention veineuse. Alors, en l'occurrence, pour un ischio, même à la partie haute,
ça pourra correspondre, par exemple, à des bas de contention veineuse de classe 2, puisque la classe 3, il faut la commander, donc on l'a jamais en immédiat. Par contre, la classe 2, c'est les patients les prêtent pour prendre des avions. Donc, on prendrait un bas de contention classe 2 et on doublerait en mettant le deuxième bas de contention sur le même membre inférieur. Et là, on a une contention qui est correcte, quoi, qui est très correcte. Si c'est, voilà, je pense que ça vaut mieux que les bandes de compression qui sont compliquées à mettre. Il y a un gradient de pression qui doit diminuer au fur et à mesure qu'on remonte vers la racine du membre pour éviter d'avoir une compression veineuse qui ferait que le patient a un œdème des membres inférieurs. Ce n'est pas le but, c'est pas le but voulu. C'est pour ça, moi, je reste, plus ça va, plus je m'oriente vers chaussettes, bas ou collants de contention veineuse. Bien sûr, on ne double pas un collant de contention veineuse, hein, mais chaussettes, bas, contention veineuse, classe 2, en demandant au patient d'en mettre 2. Et n'oublions pas non plus le rôle de la surélévation du membre, hein, pour aider à diminuer l'hématome. C'est déjà pas mal, je crois qu'on va s'arrêter là. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, à moins qu'il y ait encore une question ou deux pour terminer. Alors, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, comme le webinaire est enregistré, je vous enverrai donc le lien de ce webinaire et je vous remettrai également le lien pour le webinaire que nous avions fait sur le quadriceps. J'ai cru voir à l'instant sur l'écran une question posée sur les anticoagulants. J'ai vu ça aussi, oui. Je me suis trompé ou pas? Oui. Non, affirmatif. Ouais. Oui. Alors ça, c'est un sujet hyper compliqué. Parce que quand on a une lésion avec un hématome, si on met un anticoagulant, ah oui, d'accord, je vois mieux. Si on met un anticoagulant, on aggrave l'hématome. Décharge partielle, je ne sais pas ce que vous entendez par décharge partielle, vous voulez dire une immobilisation, c'est ça? Ou avec des béquilles peut-être. Pour moi, ce ne serait pas un critère suffisant pour mettre l'anticoagulant et prendre le risque d'aggraver un hématome, à titre personnel. Mais on ne peut pas vous cacher que, par exemple, dans le tennis leg, on n'a pas traité, mais vous connaissez le tennis leg, une des complications classiques du tennis leg, c'est qu'une thrombose veineuse qui peut être une thrombose poplitaire avec un risque vital. C'est vrai que les traumatismes musculaires exposent un risque de thrombose et qu'il faut être vigilant par rapport à ça. S'il y a une thrombose avec une menace vitale, bien entendu, on est obligé de prendre des anticoagulants. Par rapport à votre question sur les béquilles, dans la mesure où le patient fait quand même un peu de mobilisation du membrane, je ne mettrai pas sous l'anticoagulant d'emblée. Sauf si vraiment c'est un patient qui a un risque thrombotique majeur, hein, bien sûr. Alors, par rapport aux béquilles, si la lésion est importante, évidemment, et effectivement, une petite décharge partielle, ça peut aider. Par contre, elle n'est pas conseillée plus que 1 ou 2 jours, parce qu'à partir du 3e, 4e jour, on va recommencer à fabriquer les fibres et le collagène. Donc, c'est pour cette raison qu'on demande d'avoir, donc, quand on a une activité sportive, évidemment, les activités sportives ou les activités lourdes doivent être stoppées, mais avoir une activité calme de marcher et des choses comme ça vont permettre justement à la fibre de récupérer non seulement son orientation, parce que ça c'est important, ça va devoir récupérer, ça va éviter également les phénomènes de fibrose, à condition que ce soit toujours bien entendu léger, et diminuer l'œdème également, à condition derrière qu'on mette bien entendu bas de contention et puis surélévation de jambes. Donc si la personne marche toute la journée ou est au bureau toute la journée debout ou à faire une activité debout, c'est pas évidemment la bonne solution. Donc la décharge partielle, oui, mais pas plus que vraiment quelques jours, c'est-à-dire 1 ou 2 jours, parce qu'après il faut vraiment retravailler tout ça. Et une décharge partielle, c'est jamais la meilleure solution à long terme. C'est-à-dire au-delà de 3-4 jours, c'est pas une bonne chose. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on porte une béquille, en général, on fléchit son genou, même si c'est un membre modéré, et les ischios sont les fléchisseurs. C'est pas si simple, je veux dire. C'est pas si simple que ça. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Encore une fois, je dis ça, j'ai peut-être une vision très empirique des choses, mais il n'y a pas de règle. Il y a des patients qui vont supporter le béquillage, d'avoir une béquille, d'autres chez qui la sollicitation des ischios va, même si elle est modérée, va aggraver les douleurs. Donc,
Moi, je pense que le point clé, ça Walter vous l'a dit, je le répète, c'est vraiment la compression entre nous. C'est vraiment l'élément clé pour éviter l'aggravation de l'hématome. Plus tôt l'hématome se résorbera, plus tôt la fibrose cicatricielle se fera, plus tôt on pourra débuter une réhabilitation musculaire et plus tôt on récupérera. Je pense que c'est une belle conclusion. Écoutez, je pense qu'on va arrêter ce webinaire. Merci beaucoup, merci Michel, merci Walter. Merci à vous, merci à vous. Merci à Solosite. les participants. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et en espérant vous voir prochainement sur un prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.